Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce sera certainement ma dernière vidéo en mode vlog comme ça, donc où je me balade dans un autre coin là, de mon village. Tout simplement parce que je me rends compte que les vidéos que je prévois donc ultérieurement vont être un petit peu plus des vidéos de fond, notamment là avec toutes les difficultés que j'ai traversées et que je traverse encore actuellement dans tout ce qui est documentation, paperasserie, donc obligations vis-à-vis donc du ministère de l'Immigration, etc. Je me suis rendu compte que expliquer finalement ce qui m'arrive ne va pas être suffisant, donc je compte faire la prochaine vidéo qui sera dédiée, c'est justement à l'intégralité du parcours administratif en fait qu'il faut effectuer depuis la France et jusqu'à sa conclusion, tout du moins jusqu'à l'obtention du RVP ici en Russie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, à faire, et là ici je vais simplement rester encore sur l'expérience que j'ai vécue jusqu'à présent, et en l'occurrence cette vidéo aujourd'hui va être spécifique à là où je me suis arrêté la fois dernière, c'est-à-dire quand on avait quitté Moscou pour arriver à notre destination finale, donc Tioumin. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo en mode vlog. Alors, pour reprendre donc là où on en était arrêté, suite du dernier épisode, nous quittons donc Moscou avec toujours les grosses difficultés, principalement qui ne sont liées finalement que à la quantité assez volumineuse de bagages qu'on avait avec nous, évidemment pour, comme je vous le disais précédemment, donc rentrer, avoir le maximum finalement de, j'allais dire aussi bien vêtements, mais aussi tout ce qui peut être lié évidemment aux loisirs, etc. Donc de manière à avoir quand même un minimum de plaisir, de confort là où on devait arriver. Donc la seule réelle difficulté, ça a été évidemment toujours de gérer la grande quantité de bagages. Pour trouver l'avion, comme d'habitude, finalement, je me suis dit, étant donné l'expérience que j'en avais depuis Moscou, que je n'ai jamais été mieux servi que par moi-même. Donc j'ai fouillé, j'ai trouvé donc les vols par moi-même, par différents biais. Alors je pense que dans une prochaine vidéo, j'indiquerai justement les sites que j'ai utilisés. Mais au départ, je suis beaucoup parti sur toujours Yandex, qui est vraiment le gros moteur, le gros environnement, parce que ça n'est pas qu'un moteur de recherche, qui permet de faire vraiment énormément de choses en Russie. Donc l'avion étant trouvé, évidemment, là en l'occurrence il fallait aller jusqu'au second aéroport, donc pas Vnukovo qu'on avait déjà vu pour notre arrivée à Moscou, donc là c'était Sheremetyevo, et avec toujours les principaux comment dirais-je, les principales étapes qui ne sont pas spécialement différentes, même si le principe des contrôles a changé globalement d'un aéroport à l'autre. Je parle aussi bien France, Istanbul que Moscou, surtout au niveau des différents contrôles de documents, donc de bagages, etc., qui était finalement là où on a eu le contrôle le plus strict. Curieusement, c'était à notre départ de France, en fait, où à l'aéroport d'Orly, on a eu un contrôle totalement incroyable comment dirais-je, un contrôle absolument incroyable de tous nos bagages, où il a fallu qu'on sorte même des jeux que j'avais emmenés parce qu'ils se demandaient ce que c'était.
des jeux des wargames avec des pions, enfin ils ne comprenaient pas, donc il a fallu tout sortir. On a eu le problème que à Orly, absolument pas ni à Istanbul, ni les 2 fois à Moscou. Donc pour information, en tous les cas, voilà, le contrôle était beaucoup plus, comment dirais-je, invasif à Orly pour notre départ. Donc bref, ça c'est accessoire. Donc pour commencer avec notre première réelle difficulté à notre arrivée à Tiumen, eh ben ça a commencé comme je vous le disais, toujours avec notre problème de bagages. Parce que contrairement à Moscou, où là pas de problème particulier, j'avais expliqué, donc on a pu trouver un taxi suffisamment volumineux pour nous permettre de loger l'ensemble de nos bagages. Et bien à Tiumen d'ailleurs, toujours ce problème de la prononciation à la française, donc à Tiumen, le problème c'est que ces voitures donc type monospace n'existent, enfin en tous les cas au niveau de l'aéroport, n'existent pas, et impossible d'en commander via l'application donc de Yandex.Go. Donc ça a été très problématique. Donc il a fallu qu'on se débrouille pour trouver sur place, d'expliquer un peu comme on pouvait avec les traductions automatiques, encore une fois heureusement qu'elles existent de nos jours. Donc où il a fallu qu'on explique notre problématique et nous mettre d'accord avec 2 chauffeurs de taxi pour que finalement on partage l'ensemble de nos bagages dans 2 taxis, donc évidemment 2 taxis à payer. Et donc comme c'est quand même assez loin du centre, enfin de l'hôtel que j'avais trouvé, on en a quand même eu finalement pour pas loin de, ça devait être quelque chose comme 45 ou 50 euros à cause évidemment des 2 taxis. Donc voilà, sachez-le, si en tous les cas votre but est Tiumen, alors ça doit également être certainement la même chose dans d'autres villes hors de Moscou, où évidemment à Moscou c'est là qu'il y a le plus grand nombre, j'allais dire, de variétés de taxis, évidemment, normal. Donc voilà, ça c'était la première difficulté. L'hôtel, pour information, je l'avais trouvé également grâce à l'application Ostrovok, qui est vraiment là par contre application à récupérer évidemment impérativement, je trouve, pour toute visite de la Russie. Donc tout ça, j'en ferai également une vidéo dédiée, je pense, vidéo de fond, avec les liens, etc. Ce sera, je pense, plus pratique que ces vidéos en mode vlog. Donc l'hôtel, pour information, que j'avais trouvé, c'est l'hôtel qui est une chaîne, donc qui est l'hôtel Michiev, qui est en fait une chaîne. Il y a beaucoup d'hôtels en fait de ce type, tout du moins à Tiumen. Et le gros avantage de cet hôtel, c'est que tout simplement on avait la pension complète, donc ce qui pour nous évidemment était bien plus pratique que ce qu'on avait à Moscou, puisque à Moscou il fallait systématiquement sortir, aller trouver donc tel ou tel resto, petit à petit d'ailleurs le moins cher possible, parce que évidemment notre séjour à Moscou s'étant prolongé, on ne pouvait pas non plus nous permettre de comment dirais-je, de gaspiller trop d'argent. Et de ce fait là, l'avantage du tout compris, alors pour un tarif en plus qui est totalement imbattable, donc on avait matin, midi, soir, complètement illimité, où on pouvait d'ailleurs prendre autant de plats qu'on voulait. C'est pas spécialement surveillé de ce point de vue là, c'est vraiment à volonté. Et le principe étant que on en avait pour à peu près, de mémoire, ça revenait à un petit peu moins de 30 € la nuit. Donc pas très loin du centre-ville finalement, même si quand même un tout petit peu excentré. Mais c'est vrai que c'est totalement imbattable compte tenu des prestations qu'il y avait dans cet hôtel.
avec l'inconvénient par contre qu'il n'y avait pas du tout de comment dire, d'ascenseur. Donc on a eu la chance de tomber sur une réceptionniste vraiment super, qui nous a vraiment aidé dès le départ, parce qu'elle a vu à quel point on aurait galéré avec nos bagages, parce que par défaut la chambre était au 4e. Donc là je commençais à désespérer dès l'arrivée à l'hôtel, et elle a gentiment vérifié les chambres. Elle nous en a trouvé une équivalente au rez-de-chaussée, ce qui nous a quand même bien facilité la vie. Donc d'ailleurs, ça c'est pour l'anecdote, mais ça s'est encore vérifié parce que c'est pas la première fois que ça m'arrivait. Mais assez rapidement, cette dame, cette réceptionniste extrêmement sympathique au demeurant, a voulu aborder à un moment donné, lors d'un autre jour où je l'abordais, je ne sais plus pour quelle question d'ailleurs, mais où elle a voulu me demander un petit peu comment ça se passait en France. Effectivement d'elle-même, alors je ne vais pas en parler davantage évidemment sur la chaîne, parce que je sais à quel point le sujet est sensible et j'ai pas envie que la chaîne saute dès le départ, mais elle me demandait un petit peu ce que je pensais de Macron, etc. Et notamment elle m'a parlé de sa charmante épouse, n'est-ce pas? Donc j'en dirai pas plus, mais en fait c'est pas la première à me le dire, et vous n'imaginez pas à quel point c'est un sujet, comment dirais-je, extrêmement discuté chez les Russes, et ils ont globalement tous, ils sont absolument tous au courant de tout ce qui peut se passer sur l'ensemble des sujets liés à ce couple. Bref, ça c'était le petit aparté. Donc à partir de là, notre but était évidemment de pouvoir très rapidement nous trouver un logement pour pouvoir après accélérer au niveau des documents, parce que comme vous le savez, la date court, et on avait évidemment le problème des documents français, donc qui ont une validité de 3 mois, le plus important étant évidemment les casiers judiciaires. Donc si jamais la demande de RVP n'est pas faite suffisamment dans les temps, eh ben on serait obligé limite de retourner en France, de demander à nouveau des casiers judiciaires et de les faire apostiller. Donc autant vous dire que c'est vraiment l'urgence, c'est de pouvoir déposer ce dossier le plus rapidement possible après l'arrivée. Le problème, c'est que pour déposer ce dossier, il faut impérativement avoir trouvé un logement. Parce que vous ne pouvez pas rester, alors vous pouvez vous faire enregistrer à l'hôtel, mais ça implique de leur expliquer que vous allez rester au minimum 4 mois à l'hôtel, ce qui évidemment n'est pas possible financièrement parlant. Donc il faut trouver un logement, et on arrive à quelque chose que je détaillerai peut-être également dans une future vidéo, mais pour vous expliquer succinctement, parce que je ne voudrais pas non plus que la vidéo finalement soit aussi longue que la précédente, c'est une galère, c'est même pas le mot. C'est vraiment un énorme parcours du combattant que de pouvoir trouver un logement où résider sur le long terme, pour une simple et bonne raison, c'est que la quasi-totalité des Russes refusent purement et simplement de louer aux étrangers, parce qu'ils ont en fait une contrainte qu'on n'a pas en France. Pour le coup, là c'est une contrainte au désavantage de la Russie. Cette contrainte, c'est que on est obligé pour les étrangers de faire donc un enregistrement, c'est-à-dire que l'État russe doit impérativement savoir où vous vous trouvez en permanence. Donc, ce qui est compréhensible sur le principe, encore une fois, personnellement, je comprends la logique, évidemment, de ne pas faire comme en France avec notamment des OQTF qui se retrouvent tout le temps, toujours en France finalement, alors qu'ils ne devraient plus y être. Donc évidemment, ça ne peut pas arriver en Russie. Mais la contrepartie, c'est que les propriétaires sont obligés donc de faire l'enregistrement donc auprès de la plateforme dont je vous ai déjà parlé, donc Gossuslugi,
Et ils sont en fait, en quelque sorte, responsables de ce que vous faites finalement en Russie. Enfin, c'est un petit peu extrapolé, mais c'est comme ça qu'ils le considèrent eux-mêmes. Et donc, ils ne veulent pas prendre de risques. Et le deuxième point, c'est que en faisant cet enregistrement, ils sont donc finalement obligés de payer les impôts qui vont avec l'argent qu'ils peuvent gagner sur les locations donc de leurs biens. Et la plupart des Russes, en tous les cas, pour ce que j'ai pu expérimenter et d'après pas mal de témoignages, dans la majorité des cas, ils se font payer leur location en espèces et ils ne déclarent pas. Donc évidemment, pour eux, c'est un manque à gagner. Alors c'est pas énorme, hein, c'est 14%, mais c'est 14% qui ne vont pas dans leur poche. Et donc ça, ça ne leur convient pas. Et donc ce qui fait que pour nous, étrangers, trouver un logement est un vrai parcours du combattant. Alors ça nous a conduit là également à prolonger considérablement plus longtemps notre séjour à l'hôtel de Tiomin, parce que déjà avant même de pouvoir faire une visite, globalement j'ai fait le ratio par rapport au nombre de logements que j'avais trouvés et desquels on avait envoyé donc une demande de visite. Donc là pareil, je me suis fait aider par une personne toujours la même, Alexandre, qui se chargeait également d'envoyer les demandes, de contacter les personnes éventuellement soit par mail, soit par téléphone, de manière à expliquer la situation. Et donc évidemment, il est quasiment impératif que vous ayez quelqu'un, ou vous-même si c'est le cas évidemment, qui parlait, on va dire au minimum très correctement le russe. Et donc globalement, avant d'arriver à une visite, j'estime à quelque chose comme 98% le nombre de refus purs et simples qui nous ont donc empêchés d'aller ne serait-ce que sur la première étape de visite. Donc on avait finalement trouvé une maison qui acceptait de nous enregistrer. On a été visité. Alors c'était pas l'idéal pour nous, c'était un peu petit par rapport à ce qu'on cherchait, par rapport à notre projet. Et c'était assez excentré, en tous les cas suffisamment excentré pour que, on va dire, pour ne serait-ce que des courses un petit peu plus importantes que le strict minimum, là il aurait fallu prendre un bus ou un taxi. Alors c'était pas très loin, en bus ou en taxi, en gros, tout était, absolument l'intégralité de ce dont on pourrait avoir besoin était à une dizaine de minutes, mais voilà, c'était pas le plus pratique pour nous. Mais ceci étant dit, j'avais négocié le tarif parce que c'était trop cher par rapport à ce que c'était. En gros, une maison de 110 mètres carrés, donc quand même excentrée en campagne. Donc ça, la campagne, ça nous plaisait, mais avec les inconvénients que je vous ai cités. Et il en demandait quand même l'équivalent de 600 €. Donc pour nous, c'était trop cher. Il a accepté donc ma proposition de descendre à 500. Et on était parti donc pour embrayer sur ce logement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, finalement il a recontacté donc Alexandre, qui gérait un peu comment dire, qui faisait l'intermédiaire, pour lui dire que finalement, étant donné justement que nous sommes étrangers, etc., il voulait qu'on paye au final la différence de ce qu'il aurait perdu s'il ne nous avait pas déclaré. Ce qui faisait que au final, c'est pas compliqué, on arrivait à, sachant en plus que il nous faisait payer l'équivalent par rapport aux 3 personnes. Enfin bref, je vous passe les détails, mais on en arrivait quasiment à revenir à 600 €. Donc là, j'ai trouvé que c'était exagéré. Donc je lui ai dit en gros que j'allais y réfléchir, parce que le problème, c'est qu'évidemment, si on n'a rien d'autre, on n'aurait potentiellement pas eu le choix. Finalement, il s'est avéré que, en descendant mes critères de recherche, j'avais trouvé quelques autres maisons que je n'avais pas retenues précédemment.
Et sur l'ensemble des maisons, donc sur un second jet de demande qu'on a pu envoyer, il y a donc eu une autre maison où la propriétaire était d'accord également pour l'enregistrement, qui était à la base beaucoup moins cher, qui était à l'équivalent de 300 €, mais toujours la même chose, maison qui ne nous convient pas par rapport à notre projet de vie. Mais en l'occurrence, entre ça et rester à l'hôtel pendant un temps indéterminé, évidemment, il n'y avait pas photo. Donc c'est la maison qu'on occupe actuellement, donc ici au village Andrievski, à côté de Tiumen. Et tout ça pour vous dire que le souci global pour tout étranger, et ça il va vraiment falloir que vous prévoyiez en avance, idéalement de vous faire aider, ça c'est clair, que quelqu'un soit capable d'expliquer la situation, potentiellement même de l'aider à comprendre comment fonctionne la procédure d'enregistrement, parce que par exemple là notre propriétaire qui s'appelle Marcia n'en avait strictement aucune idée, et il a fallu moi-même que je l'accompagne, que je l'aide, sans parler la langue, mais simplement pour gérer l'enregistrement de manière informatique au MVD, donc qui est le centre administratif où tout ça peut se gérer, mais sinon ça peut se faire également directement depuis le domicile des propriétaires. Donc ça, c'est vraiment le plus compliqué, et ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Et donc suite à ça, eh ben, vous devez, nous ce qui s'est passé, c'est que donc une fois qu'on a eu la maison où c'est installé, ben, on a très rapidement, on avait moins d'une semaine pour nous faire enregistrer. En fait, c'est pareil, légalement parlant, c'est ce qu'on doit faire. Ce qu'on a donc fait quelques jours après notre installation, ce que je vous expliquais, où j'ai été donc avec elle, donc ça a été de la même manière une bonne galère, dans le sens où elle n'y comprenait rien, donc elle était systématiquement obligée de demander l'aide de l'une des, comment on pourrait les appeler, enfin ce ne sont pas des hôtesses, mais des employés, si vous voulez, administratifs qui travaillent là, qui devaient venir régulièrement pour vérifier ce qu'il fallait mettre, ne pas mettre, etc. Donc l'enregistrement en lui-même, qui peut potentiellement se faire en moins d'une demi-heure, on y est passé 4 heures dans ce centre. Et ça nous a permis au minimum déjà d'avoir cette première étape. La seconde étape a été d'attendre que notre société juridique à Moscou me prépare un rendez-vous pour aller au centre médical, donc d'où je dépendais, puisque là en l'occurrence nous c'est pas Tiumen même, mais l'oblast de Tiumen, donc les centres ne sont pas les mêmes. Selon, faut le savoir, Moscou c'est pareil, hein, selon que vous êtes, vous allez vous installer à l'extérieur de Moscou ou dans Moscou même, les différents centres pour l'enregistrement et également les centres d'immigration ne sont pas les mêmes. Donc, fixer un rendez-vous avec le centre médical de manière à ce qu'on puisse aller passer notre visite médicale donc obligatoire, avec donc les résultats positifs qui permettent de poursuivre l'enregistrement, donc la demande de RVP. Donc ça s'est fait encore quelques jours après. Donc vous voyez, quand vous voyez un petit peu le parcours, vous vous rendez compte que les jours, les semaines passent, et pendant ce temps-là, la date d'échéance de vos visas d'une part, et également des documents que vous avez préparés donc en France, vous voyez la date d'échéance qui se rapproche, et au fur et à mesure que la date d'enregistrement se rapproche, et bien évidemment votre niveau de stress qui monte. Donc, pour décrire rapidement également comment ça se passe au niveau du centre médical, en fait c'est assez simple et en fait rapide, dès lors que évidemment vous n'avez pas 15 000 personnes avant vous, parce que finalement il n'y avait pas de rendez-vous possible, il fallait y passer selon leurs horaires d'ouverture. Alors comment ça se passe quand vous êtes avec des enfants notamment, puisque là je continue de raconter notre expérience évidemment. On m'avait dit que tout se ferait ensemble, ce qui était important pour mes enfants parce qu'ils stressaient beaucoup de cette visite, tout simplement parce que dans cette visite il y a une prise de sang, puisqu'ils testent, alors je ne sais plus combien de tests il va y avoir, il faudrait que je revérifie, mais en l'occurrence c'est uniquement pour 2 ou 3 maladies graves.
donc qui testent avec cette prise de sang. Et les enfants stressaient beaucoup, tout simplement parce que comme ils ont toujours été en parfaite santé par rapport à notre mode de vie et on va dire les préventions qu'on amène, nous on est très adeptes donc de soins naturels, etc. Enfin, au final, dans toute leur vie, ils n'auront pas eu besoin d'aller très très souvent chez un médecin, ce qui d'ailleurs est très mal vu en France, hein, toujours pareil. Là, je ne rentrerai pas non plus dans ce sujet-là parce que je pourrais en faire plusieurs vidéos complètes. Mais tout ça pour dire que les dernières prises de sang qu'ils ont eues, ils étaient bébés. Donc ils étaient très stressés par cette prise de sang et je les avais rassurés en leur disant que de toute façon on serait ensemble, que je serais à côté d'eux. Or, ça ne s'est pas passé comme ça malgré ce qu'on nous a dit. Donc il faut savoir que, alors peut-être pas à Moscou évidemment, mais à Tiumine, alors on a eu affaire à des gens très polis, hein, très sympas, pas de problème, mais on voit bien que c'est un peu le côté abattage quelque part, c'est-à-dire que en gros ils ont l'habitude, pour eux c'est allez hop hop on enchaîne, et le souci c'est qu'ils m'ont demandé moi de passer tout de suite pour la radio, parce qu'on fait une radio complète au niveau des poumons. Ça c'est pour comment ça s'appelle la maladie là, des poumons. Bon bref, j'ai oublié, c'est pas très grave. Donc en tous les cas, il y a ce contrôle par la radio. Donc évidemment, moi il n'y avait pas de problème, hein, puisque j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie, donc autant dire que quand il a regardé la radio, en gros, elle était vierge de chez vierge, on va dire. Mais le souci, c'est que pendant que je passais la radio, ils ont chopé mes enfants pour aller faire directement la prise de sang. Pourquoi ? Parce que eux ne passaient pas, c'est-à-dire que la radio, comment dirais-je, donc cet appareil de radiographie qui m'a permis de le faire moi immédiatement, elle n'était pas adaptée aux enfants. Donc il m'avait expliqué au départ que les enfants ne passeraient pas la radio, mais qu'il fallait aller dans un autre centre médical pour faire des examens, j'allais dire la plus classique, donc stéthoscope, etc., pour avoir un certificat spécifiant donc pour eux également, ils n'avaient pas cette maladie. Et ce qui fait que comme ils ne passaient pas la radio, on les a chopés pour passer l'ensemble de la suite des examens, mais sans moi. Ce qui, je vous avoue, m'a honnêtement quand même mis en colère. Bon, ça s'est bien passé parce qu'évidemment, j'ai des enfants qui sont qui sont compréhensifs, qui sont intelligents et qui sont courageux. Et ils ont pris sur eux, même s'ils se sont retrouvés tout seuls finalement pour ce passage qui les stressait le plus. En dehors de ça, il y a une analyse d'urine. Donc là aussi, c'était compliqué parce qu'il fallait quand même avoir envie, évidemment. Donc analyse d'urine, je précise, qui n'est que à partir de 14 ans. Non, qu'est-ce que je raconte ? Si, c'est ça. Donc mon plus jeune fils, lui, n'a pas eu besoin de le faire. Et un entretien, alors je ne vous cache pas que l'entretien était très rapide. Alors il y en avait un qui parlait quelques mots d'anglais, donc il me posait la question à moi directement, parce qu'après je les ai rejoints, je les ai retrouvés dans leurs salles respectives pour pouvoir poursuivre avec eux. Et il pose des questions en fait sur les prises de drogue, parce que l'analyse d'urine est faite également pour ça. Mais il pose la question, voilà, est-ce que vous vous droguez, est-ce que vous buvez de l'alcool, etc. Donc ils étaient très surpris de m'entendre dire que, comme je vous disais, pas d'alcool, pas de cigarette de toute ma vie. Et en gros, ça s'arrête là. Donc là, de ce point de vue-là, ça a été finalement relativement rapide, c'est-à-dire que l'ensemble de ces processus de visite médicale, avec que ce soit pour moi et les deux enfants, donc en tout, n'ont pas dépassé la quarantaine de minutes.
Le souci, c'est que donc, quand vous y allez comme ça avec des enfants, et bien comme ils n'ont pas pu passer la radio, comme je vous disais, il a fallu aller dans un autre centre. L'autre centre par rapport à Tiomine, grosso modo, c'est de l'autre côté de la ville. Donc la ville est grande, hein, on est quasiment au million d'habitants, hein, donc on n'est pas dans de la petite cité. Et le problème, c'est ça, c'est que ça nous a mis à peu près 1 heure de route. Aucune explication. Alors j'ai la grande chance justement pour toutes ces démarches. L'avantage qu'on a avec, que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'avec notre propriétaire, donc Marcia, il se trouve qu'elle est en même temps chauffeur de taxi. Ce qui fait que on a employé ses services dès qu'on avait besoin de nous déplacer. Et comme elle est déjà assez âgée, hein, c'est difficile de lui estimer son âge, mais honnêtement, elle travaille plus que de temps en temps, on va dire, parce qu'elle n'est pas enregistrée sur les réseaux Yandex, etc. Donc je pense qu'elle fait ça en complément de ce qu'elle touche, mais elle continue quand même de travailler un petit peu, et elle doit avoir dans les 70 ans. Et en l'occurrence, c'était un petit peu le principe de babouchka, où c'est les grands-mères vraiment telles qu'on les imagine en Russie, puisqu'elle s'est vraiment prise d'affection pour les enfants. Et elle nous a accompagnés dès qu'on avait besoin de faire quelque chose, elle restait avec nous tout du long. Donc ça a été un gros avantage pour nous, parce que pour cette visite médicale, j'étais pas du tout aidé. Quand on était tous les trois, là, elle n'était pas là, parce qu'elle pensait que qu'on allait repartir après. Mais par contre, là où elle nous a conduits, c'était tellement loin qu'elle est restée avec nous tout du long. Ce qui a été un gros avantage, parce qu'on ne savait absolument pas à qui s'adresser, comment ça se passait et ce qu'il fallait faire. Donc au final, il y a un examen effectivement classique, stéthoscope, tousser un peu, etc. Vous voyez, classique. Mais il y a quand même une radio à passer. Donc ce qui était différent de ce qu'on nous avait annoncé au premier centre médical. Sauf que là, c'est un appareil donc, de radiographie qui est adapté donc, aux enfants. Autres bâtiments, etc. Enfin bref. Donc là, par contre, tout l'ensemble de ce processus nous a bien pris 1h30. Donc voilà, ça c'est un retour d'expérience justement qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on nous avait annoncé au départ avec la société qui nous aide depuis Moscou. Ce qui est donc intéressant, je pense, pour chacun de savoir comment ça procède. Donc de là, une fois qu'on a en fait passé cette visite, on doit retourner quelques jours après pour les résultats. Donc c'est toujours pareil, quelques jours qui s'ajoutent aux jours précédents, comme je vous l'expliquais. Et à partir du moment où les résultats, où tout va bien, donc ce qui était notre cas évidemment, là vous pouvez, à ce moment-là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir enfin aller faire la demande, donc déposer le dossier du RVP. Et là on arrive à d'autres galères en fait, parce que contrairement là encore à ce que on nous avait annoncé, alors par contre ça je le savais plus ou moins quand même, parce qu'il nous avait prévenu que ce qui est valable à Moscou n'est pas forcément valable dans les autres villes, dans les autres oblasts, les autres régions donc de Russie. Donc ça effectivement on savait qu'il pourrait y avoir des différences, mais alors à ce point là là aussi ça a été quand même relativement épique et surtout très pénible, très stressant, parce que pour détailler ce qui nous est arrivé donc depuis notre première visite au ministère de l'immigration, c'est que déjà normalement je devais cette fois-ci être accompagné, ça faisait partie du contrat donc, que j'avais passé avec cette société juridique à Moscou, donc ils devaient me trouver quelqu'un pour nous accompagner. Le problème c'est qu'ils nous ont trouvé quelqu'un, effectivement un juriste, mais le problème c'est que ce monsieur était bilingue, certes, mais bilingue russe-allemand. Donc moi j'avais fait allemand seconde langue, j'étais extrêmement mauvais. Autant dire qu'à part 3-4 mots, ça s'arrête là. Et donc même pas l'anglais.
ce qui fait que on était obligé de, lui et moi, de communiquer potentiellement toujours avec la traduction automatique. Et quand on est au ministère, autant vous dire que c'est pas possible, d'autant plus que on avait beaucoup de perturbations d'internet, donc toujours le problème évidemment en Russie, des attaques plus ou moins régulières de l'entité, j'allais dire du régime, comment dire, comme Xavier Moreau les appelle fort justement, otano-kievien, donc les bandéristes qui envoient des drones sur les habitations civiles, etc. Donc on a régulièrement en fait des coupures d'internet, ce qui fait que on se retrouve là en l'occurrence ce jour-là au ministère de l'immigration sans connexion internet, donc sans possibilité d'utiliser la traduction automatique autrement qu'en écrivant. Donc là évidemment complexité maximale. Et le souci, c'est que ce monsieur, ce juriste, nous a pas vraiment aidé dans le processus, parce que la première visite au centre d'immigration s'est soldée par un échec, tout simplement parce que quand on a voulu rentrer, alors le rendez-vous était pris, c'est ça le pire, le rendez-vous était pris, donc on nous attendait en fait sur le principe, mais ce monsieur n'a pas su en tous les cas s'imposer pour expliquer une erreur fondamentale que la personne qui devait nous recevoir nous a opposé un refus, c'est-à-dire qu'elle disait sans le certificat donc de langue, c'est-à-dire précisant, officialisant que je maîtrise la langue russe, on rentre pas et on dépose pas le dossier, elle nous le prend pas. Donc ça c'était le problème, c'est que c'était l'ancien, j'allais dire le processus du RVP classique, qui existe toujours, mais qui n'est absolument pas concerné par ce qu'on appelle le visa idéologique, le visa 702, comme oui c'est ça, je crois, puisque justement ce visa idéologique permet de faciliter l'obtention du RVP aux étrangers sans avoir besoin de passer ce test de langue, sur lequel on a donc, comme je vous l'ai expliqué, finalement pendant la durée de vie du RVP de 3 ans pour maîtriser suffisamment la langue pour passer cet examen de manière à avoir après le permis de séjour définitif, donc le VNJ. Et tout ce qu'il s'est contenté de dire, c'est il va falloir qu'on revienne. En l'occurrence, il avait quand même dit non, c'est pas vrai, mais cette dame ne voulait rien entendre. Il aurait suffi de montrer en fait le décret directement auprès de cette personne pour lui dire qu'elle était dans l'erreur. Mais le problème, c'est que ça s'est pas passé comme ça. Donc on était à ce moment-là, je crois que c'était un jeudi, et il fallait qu'on y retourne le lundi, en début de matinée, pour en gros sans rendez-vous, pour pouvoir essayer de forcer un peu le passage et expliquer que non, notre dossier il était complet. Donc on a dû y retourner une deuxième fois. Alors en l'occurrence, là cette fois-ci il m'avait trouvé personne. Donc ma propriétaire Marcia a encore eu justement la gentillesse de m'accompagner pour au minimum, je lui avais expliqué en amont, à défaut de traduire, en tous les cas d'expliquer ça, et au moins qu'il puisse prendre notre dossier. Ce qui s'est fait, donc là on a pu au minimum, comment dirais-je, ils ont examiné le dossier, ce qui était déjà un gros plus, mais le problème est que justement il y avait des choses à changer dans le dossier, il y avait un problème. Je n'ai pas su quel était ce problème, ça aussi c'est le souci, c'est-à-dire que Marcia m'a dit que le dossier ne pouvait pas être pris parce qu'il y avait des choses à changer, mais sans m'expliquer quoi, parce qu'elle n'était pas capable de me l'expliquer non plus. Donc au final, c'est en discutant à distance avec l'agence juridique donc, de Moscou, où a priori elle m'a expliqué ça, en fait, qu'il y avait effectivement quelque chose à changer, qu'il fallait qu'on y retourne. Donc on a dû prendre un troisième rendez-vous, de manière cette fois-ci à y aller, mais avec au minimum un interprète. Et donc
c'est effectivement cet interprète qui a réellement pu débloquer la situation, puisque quand on y est retourné, j'ai compris que ce qui posait problème, et ça c'est fou, pareil, hein, si ça peut aider d'autres personnes, pour eux, ils ne comprenaient pas comment fonctionnent les certificats, donc les actes de naissance en France. Et ça c'est fou, parce que c'est ça qui a bloqué la deuxième fois. Parce que pour eux, étant donné qu'il est indiqué en France copie intégrale donc d'acte de naissance, pour eux c'est une copie. Et la copie, évidemment, eux ils disent on veut l'original. Parce qu'eux ils fonctionnent avec un carnet en fait, mais un carnet qu'on conserve un peu comme nous notre livret de famille. Ça ne fonctionne pas du tout de la même façon en Russie. Et le problème, c'est que quand je leur ai expliqué que c'était justement, que copie c'était juste le nom qui était sur tous les actes de naissance français, leur deuxième réaction, c'était de dire oui, mais ça pose un problème parce que si c'est un original, nous on doit le prendre, on ne peut pas vous le laisser pour le dossier. Donc là non plus, ils ne comprenaient pas qu'on pouvait en avoir autant qu'on voulait. Donc la situation s'est débloquée quand je leur ai expliqué que si je voulais en commander 100, je pouvais en commander 100. Et magiquement, la situation s'est débloquée. Donc en fait, il n'y avait pas de problème, le dossier était bon, mis à part Alors là, on est juste dans de la paperasse, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement tel ou tel terme à changer, qu'il a fallu qu'on fasse. Donc refaire les documents directement au ministère en passant dans un autre bureau, processus payant bien évidemment. Alors c'est pas grand-chose, hein, c'était l'équivalent de quelques euros, mais c'est toujours des choses qu'il faut faire en plus parce que ce qui est mentionné dans le dossier qui passe à Moscou, là ne passait pas à Tiumine. Mais au final, ça a permis de débloquer enfin la situation au niveau tout du moins du ministère de l'immigration. Alors il faut savoir que dans le même temps, dans la même journée, on reçoit en fait, on va reprendre des photos, faire tout un ensemble de l'empreinte digitale jusque la paume de la main, pour dire, pour avoir une carte supplémentaire en fait. Alors je crois qu'ils appellent ça de la même façon qu'aux États-Unis, la green card, donc la carte verte, qui ne sert pas à grand chose, d'après ce que j'ai compris. C'est surtout principalement ce qu'on demande quand on scolarise les enfants. Donc ce qui en l'occurrence de toute façon n'est pas mon cas. Mais de toute façon il faut en passer par là. Et tout ça se fait dans la même journée que le dépôt du dossier du RVP. Ça ne se fait que quand ils ont accepté le dossier. Donc quand ils vous donnent un document en fait, disant que le dossier du RVP est pris et qu'à partir de là, le laps de temps donc de 4 mois commence à courir, puisque normalement c'est au bout de 4 mois qu'on reçoit ce RVP. Et ce qui amène à d'autres problèmes, donc où là on arrive pratiquement au jour d'aujourd'hui, puisque je suis toujours dedans, c'est que une fois qu'on a eu cette acceptation de dossier, dans la foulée, il faut très rapidement faire une demande de prolongation de visa. Parce qu'évidemment, les visas initiaux c'est 3 mois, et que pour pouvoir avoir le RVP, techniquement, évidemment, on ne va pas de la Russie repartir en France et revenir 4 mois après. Donc on a le droit de faire une demande de prolongation de visa. Alors à chaque fois les taxes qui se rajoutent, bien évidemment, ça c'est classique. Mais le principe est que, comme ça doit dépendre également des régions, je suppose, mais là j'ai pas eu d'explication fiable là-dessus, mais en tous les cas, quand on est revenu quelques jours après avec le dossier qui nous permettait de faire la demande de prolongation de visa, ils nous ont expliqué que c'est pas 4 mois comme on m'avait expliqué à Moscou, ils ne peuvent prolonger les visas que de 3 mois maximum. Or, le RVP arrivant 4 mois après, on se retrouve dans une situation où finalement le visa doit être prolongé potentiellement une seconde fois. Alors ce qui est faisable, c'est tout à fait faisable, mais le problème c'est que vous devez faire ça donc 20 jours ouvrés avant la fin de la prolongation du visa.
Ce qui fait qu'on va être obligé de le faire, même si le RVP arrive finalement plus tôt que prévu, tout simplement pour ne pas prendre le risque de nous retrouver avec un visa qui aura expiré en fait au moment de l'obtention du RVP. Donc vous voyez, c'est en fait des millefeuilles qui viennent se rajouter au fur et à mesure de l'avancée du dossier dans son intégralité. Parce que la dernière chose, et ça c'est en cours, c'est que du coup, une fois qu'on a eu la validation donc, de la prise du dossier du RVP, eh ben, on se retrouve avec l'obligation en fait de prolonger notre enregistrement donc de logement. Voilà. Ce qui fait que ça vient s'ajouter également avec de nouveau les taxes évidemment à payer, hein, comme on se doute bien. Et là, c'est l'étape dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire que avec le document certifiant que notre dossier de RVP a été accepté, eh ben, on doit de nouveau se présenter au MVD, donc ce centre administratif, pour faire une prolongation de notre enregistrement. Tiens, il y a pas mal de champignons ici. De notre enregistrement. Dites donc. Je vais essayer de me remettre sur le chemin. Mais il y avait quelques chevaux qui se mettaient sur le chemin, donc je préférais quand même laisser le passage. Donc effectivement, la prochaine étape, c'est là, la semaine prochaine pour nous en tous les cas, d'aller récupérer les visas, des visas prolongés. Et ça se fait la veille, hein. C'est-à-dire que nous, nos visas allaient jusqu'au 28 novembre. Et là, on aura en fait nos visas, nos extensions de visa le 28. Et comme on ne peut faire la demande de prolongation de logement qu'avec les nouveaux visas certifiant que nos visas ont bien une date de validité ultérieure au 29 novembre, donc vous voyez un petit peu tout l'enchaînement, la complication en fait, parce que tout est imbriqué les uns dans les autres. Donc une fois qu'on aura la prolongation de nos visas, on a 3 jours pour aller faire la prolongation de l'enregistrement. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble comme ça de processus extrêmement pénibles, extrêmement stressants, parce que ça prend beaucoup de temps et surtout quand on se dit tout est enregistré dans les règles, et ben au final on nous dit bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la dernière chose que j'ai apprise justement aujourd'hui même, donc à la limite c'est pas plus mal que j'ai pas pu avoir le temps de tourner cette vidéo plus tôt, puisque ça me permet de vous donner un renseignement supplémentaire, puisque je l'ai appris ce matin. Donc c'est que pour avoir cette prolongation d'enregistrement, alors que la première fois on ne nous l'avait pas demandé, hein, pour le premier enregistrement, il faut absolument de nouveau fournir la traduction notariée de nos passeports en intégralité. Ce qui évidemment complique la tâche, étant donné que ces traductions notariées évidemment avaient déjà été faites et fournies au niveau du dossier de RVP. Donc le ministère de l'immigration a ces documents notariés, donc ces traductions notariées. Donc c'est là où c'est fou, c'est que finalement, ne vous attendez pas à ce que tous ces documents puissent être finalement transmis d'un ministère ou d'un centre administratif à l'autre, absolument pas. C'est vraiment quand vous venez en fait en Russie, idéalement, et là de toute façon c'est dès le départ que vous devrez le faire, puisque ça ne peut être fait évidemment, à moins que vous le fassiez évidemment peut-être par un notaire qui soit capable de faire ces traductions notariées en France, mais sinon dans la plupart des cas c'est en Russie. Et bien en fait demandez 3 traductions notariées de vos passeports, un pour le RVP, un pour le premier enregistrement, parce que là, ils ne nous l'avaient pas demandé, mais apparemment, ça aurait dû être demandé, d'après les infos que j'ai.
et donc un troisième lors du second enregistrement, de la prolongation donc de l'enregistrement, lorsque vous aurez finalement la prolongation du visa. Donc voilà, on en est là à l'heure actuelle. Donc je dirais ça suit son cours, mais finalement on ne sera évidemment complètement tranquille que lorsque le RVP en lui-même sera entre nos mains, parce que là ça y est, on pourra souffler et se dire que on a 3 ans devant nous de tranquillité administrative. Alors mis à part la déclaration qu'il faut faire tous les ans, et ça c'est pas, voilà, c'est pas bien méchant, c'est une procédure également administrative qui permet à l'État russe de vérifier effectivement qu'on a des ressources et qu'on est toujours donc dans le logement qui a été déclaré. Donc on en est là. Je vais conclure ici parce que je pense que ça a été encore beaucoup trop long, malgré ce que j'ai envisagé au départ. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à notre expérience ici, et surtout qui n'était pas du tout prévu au départ, parce que c'est vrai que ce qu'on nous avait annoncé finalement ça a été beaucoup plus complexe que sur le papier finalement. Donc la prochaine vidéo que je prévois, comme je vous le dis là, il y a tellement de choses à dire et surtout à détailler et potentiellement à mettre peut-être des liens, des choses comme ça. Donc je vais envisager la prochaine vidéo qui sera là un petit peu plus, ce ne sera pas du vlog, ce sera une vidéo davantage axée sur le montage avec potentiellement peut-être des extraits de documents, des choses comme ça. Je vais voir un petit peu comment je vais planifier ça. Mais on va conclure donc pour aujourd'hui avec cette expérience qui nous mène jusqu'à la journée d'aujourd'hui sur ce qu'on a pu vivre. Alors je passe évidemment, là c'était pas le but de la vidéo, sur toutes sortes d'anecdotes que je raconterai certainement plus tard, notamment sur justement la vie en Russie, les rencontres, etc. Et notamment je prévois également une vidéo spécifique cette fois sur le coût de la vie en Russie pour une famille comme nous qui vivons donc à la campagne, notamment voilà, il faut bien faire ses courses, il faut se déplacer, etc. Donc une vidéo en tous les cas que moi j'aurais aimé voir avant de venir en Russie. Donc je prévois également cette vidéo là à la fin du mois par exemple, avec en ayant l'intégralité des factures et de ce que le mois de novembre par exemple nous aura coûté. Voilà, donc j'espère que ça en intéressera. Moi je sais que ça m'aurait intéressé justement avant de venir, pour avoir une idée, pour pouvoir planifier un petit peu plus financièrement parlant le coût de la vie. D'ici là, je vous remercie si vous êtes toujours là de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis donc à bientôt.